Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder la bataille de Patay dans les environs d'Orléans. C'est une bataille décisive dans la campagne de la Loire puisqu'elle va éliminer des milliers d'archers et permettre de libérer la quasi-intégralité de la Beauce et de l'Orléanais. C'est une bataille considérée à juste titre comme une revanche sur Azincourt, Crécy et Poitiers. On verra dans cette vidéo comment les Français vont mettre la pâtée aux Anglais et comme à chaque fois, on va se retrouver sur place. Ne vous fiez pas à ces images bien paisibles de la vallée de la Rotrève dans la Beauce, car c'est bien ici, à cet endroit, qu'a eu lieu la bataille de Patay. Après la levée du siège d'Orléans par Jeanne d'Arc lui-même en 1429, les Anglais n'étaient pas encore complètement vaincus et occupent encore de nombreuses places. Ils contrôlaient, entre autres, les villes de Jargeau, Meung-sur-Loire et Beaugency. Ce sont des villes importantes, car elles ont toutes un pont fortifié qui permet de franchir la Loire. Reprendre ces villes coupe aux Anglais de nombreux accès vers le sud de la Loire. Alors, elles vont être prises une par une. Jargeau est prise le 12 juin après un combat et un siège de 2 jours. Puis le pont fortifié de Meung-sur-Loire le 14 juin, et peut-être le château de Meung-sur-Loire toujours le même jour ou le lendemain. Château d'ailleurs qui fut le quartier général des Anglais dans l'Orléanais. Puis enfin, Beaugency est libéré le 15 ou 16 juin, après que les Anglais quittent sans quasiment combattre la ville. Pendant ce temps-là, l'armée anglaise, après la levée du siège d'Orléans, tente d'envoyer des renforts de Paris vers Meung-sur-Loire, mais apprenant que les villes sont tombées, ils reprennent la direction de Janville. En réalité, il y a eu un manque de coordination des troupes, car les Anglais à Beaugency et Meung-sur-Loire ne surent que bien après, leur départ, que les troupes anglaises étaient à proximité. Les Anglais alors sont dans une situation un peu compliquée, dans l'Orléanais, mais pas désespérés. Néanmoins, le fait que les renforts anglais repartent vers Janville laisse à supposer qu'ils décident de quitter la région, ou du moins de se renforcer sur Paris et sa proche couronne. C'est donc dans ce contexte incroyable que va se dérouler la bataille de Patay. En effet, en quelques semaines, Jeanne d'Arc arrive à lever le siège d'Orléans et aussi à reprendre de nombreuses places fortes occupées par les Anglais. On est dans une campagne éclair qui va se terminer fatalement pour les Anglais à Patay. Lorsque les villes de Meung-sur-Loire et Beaugency sont encore aux mains des Anglais ou quasiment reprises, des discussions entre les capitaines français pour décider de la continuité des combats se tient en conseil de guerre. Il semble alors que Jeanne d'Arc, qui est parfois mise à l'écart des discussions, enjoint les capitaines de continuer de poursuivre le combat et surtout de pourchasser les Anglais. Le connétable de Richmond, encore en disgrâce, propose également de continuer la lutte. Les rôles cependant de chacun ne sont pas bien clairs, mais ce qui est à peu près sûr, c'est bien sous l'impulsion de Jeanne d'Arc que les troupes royales vont continuer à poursuivre le combat, alors que certains capitaines sont d'avis de consolider leur position. Il semble alors que c'est bien le duc d'Alençon qui est chargé de cette entreprise de poursuivre le combat, avec la recommandation expresse de Charles VII de ne rien faire sans les avis de la pucelle. C'est d'ailleurs ce qu'on peut comprendre de cette discussion entre Alençon, Jeanne d'Arc, d'autres capitaines et le connétable de Richmond quelques jours avant Patay. Le duc d'Alençon demande à Jeanne ce qu'il fallait faire. « Avez-vous de bons éperons ?» lui répond-elle. Plusieurs, l'entendant, s'écrièrent « Que dites-vous ? Nous tournerions donc le dos. En clair, on va fuir. »« Que nenni !» lui répond-elle. « En nom de Dieu, dit Jeanne, ce seront les Anglois. Ils seront déconfits et vous aurez besoin des éperons pour les suivre. »
Mais plusieurs capitaines vont lui dire « Mais ils ont plusieurs milliers d'hommes d'armes !» Ah, beau connétable, dit-elle à Richemont, vous n'êtes pas venu de par moi, mais puisque vous êtes venu, vous serez bienvenu. Et quelques-uns manifestant encore des doutes, sinon de la crainte. En nom de Dieu, dit Jeanne, il faut les combattre. Quand ils seront pendus en nu, nous les aurons, parce que Dieu nous les envoie pour que nous les châtions. Elle répondait de la victoire. Le gentil roi, disait-elle, aura aujourd'hui la plus grande victoire qu'il eut depuis bien longtemps. Et m'a dit mon conseil qu'ils sont tous nôtres. Au matin du 18 juin 1429, l'hoste royal est parti de Meung-sur-Loire pour poursuivre les troupes anglaises. Convaincu qu'une bataille était inévitable, Lord Scale, à la tête de l'armée anglaise, choisit le versant de la large et peu profonde vallée de la Rotrève entre Coinces et Patay pour le combat. La vallée de la Rotrève est située sur une rivière souterraine du nom de la Rotrève sur 18 km de long environ, dont il arrive d'ailleurs parfois qu'elle ressurgisse. Les troupes anglaises de Falstolf et de Scale se sont probablement placées ici. Ça leur permettait notamment d'avoir un large fossé naturel, mais peu profond, qui les protégeait ou réduisait l'impact d'une charge de cavalerie. On peut voir d'ailleurs sur les images, même si c'est pas très flagrant, qu'à l'endroit où arrivent les Français sur l'ancien chemin de Blois, il y a une légère descente, tandis que les Anglais sont sur l'autre versant de la vallée, légèrement en pente également. D'une certaine manière, ils surplombaient légèrement cette petite vallée, leur permettant en théorie de ralentir la cavalerie lourde, à condition cependant d'être bien protégés par des pieux. Les Anglais ont suivi en réalité l'ancien chemin, dit le chemin de Blois, ou aussi appelé chemin des Bœufs. C'était à l'époque un chemin large et fréquenté qui permettait d'amener le bétail à Paris en évitant Orléans et donc de payer des octrois, c'est-à-dire des taxes, et en faisant aussi un raccourci vers la capitale. Ça ne se voit pas trop aujourd'hui, mais c'était une route romaine assez importante à l'époque. Il en reste une partie encore aujourd'hui qu'on trouve à côté de Patay. Ce sont des chemins de terre mais qui sont plus trop utilisés. Il existait d'ailleurs à cet endroit un ancien camp romain, aujourd'hui disparu bien évidemment, dans le lieu-dit climat du camp. Ce chemin joue un rôle important pendant la guerre de Cent Ans et notamment lors du siège d'Orléans, qui permet en effet de ravitailler les Anglais. L'avant-garde, sous les ordres de Falstolf, se met en place près de Patay, sur le chemin de Blois, en direction de Janville, prête à intervenir comme réserve. John Talbot est lui par contre chargé de l'arrière-garde, avec au moins une centaine d'archers, peut-être jusqu'à 500, difficile à dire. Il devait retarder les Français par une embuscade près de Saint-Gismond et de Saint-Péravy. Il s'agit donc d'une action surprise afin de surprendre les Français. Oui, mais voilà, ça va pas du tout se passer comme le pensait John Talbot. Car si on comprend bien, il y a un jeu du chat et de la souris, puisque les Français cherchent activement l'emplacement des troupes anglaises. C'est d'ailleurs pareil pour les Anglais, ils essaient de savoir où sont les Français. Et ils cherchent un emplacement qu'ils ont trouvé, puisqu'on peut le voir, eh bien ils ont cherché un emplacement le plus propice pour livrer la bataille aux Français. Du côté français, l'avant-garde était composée des compagnies de Laïr, Xaintrailles et du maréchal de Boussac, totalisant entre 700 et 1500 combattants, dont au moins 180 chevaliers selon les sources. Selon Jacques de Bourbon, dans une lettre du 24 juillet 1429, à l'avant-garde se trouvaient le bâtard d'Orléans, Dunois et le maréchal de Sainte-Sévère. Pothon de Xaintrailles et Arnaud Guilhem étaient les gardiens de la dite avant-garde. Après venaient les archers et les arbalétriers, formant le principal corps d'armée qui comptait parmi ses chefs le duc d'Alençon, Monseigneur de Vendôme et le connétable de France, Arthur de Richemont, arrivé la veille. Laïr était chargé particulièrement de la direction de ce corps d'armée, dans les rangs duquel combattaient la plupart des capitaines, mercenaires et dessonneurs. Le duc d'Alençon et surtout le connétable de Richemont, on le retrouvera d'ailleurs ce dernier à la bataille de Formigny, vidéo que vous pouvez voir ici, commandait le corps principal de l'armée.
tandis que Jeanne d'Arc se trouvait à l'arrière-garde, peut-être avec Dunois, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il était à l'avant-garde ou à l'arrière-garde. En tout cas, on a des doutes puisque les sources diffèrent, hein. Mais en tout cas, on retrouve probablement Dunois à un certain moment en retrait avec la Hire et d'autres seigneurs, comme le dit le chroniqueur lillois au service des Anglais, Jean Vavrin. D'ailleurs, ce chroniqueur, hein, au service des Anglais, eh bien, il va participer à la bataille de Patay, et vous allez voir que ça va pas tout à fait bien se passer pour lui également. Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'à l'arrière-garde se trouve Jeanne d'Arc, avec les seigneurs de Graville, grands maîtres, hein, des arbalétriers, les seigneurs de Laval, Gilles de Rais et de Saint-Gilles, accompagnés d'autres chefs de guerre en fort grand nombre. Toute cette masse d'hommes, fantassins et cavaliers, s'écoulait précipitamment et un peu pêle-mêle, tant on craignait de ne point arriver à temps pour joindre l'ennemi. On peut dire que l'armée avance à marche forcée, pour éviter de laisser trop de temps aux Anglais de s'installer, erreur qui avait été fatale à Azincourt. Vers 14 h, alors que les éclaireurs, au nombre de 60 à 80 environ, font notamment beaucoup de kilomètres en long et en large afin de retrouver les Anglais, avancent vers Saint-Sigismond. Les archers de Talbot les attendaient cachés dans un sous-bois ou un fourré. Mais soudain, un cerf, probablement dérangé par l'approche des Français, surgit et fonce vers les Anglais, provoquant des cris parmi les archers pour le faire fuir ou eux-mêmes peut-être surpris. Grâce à cette invitée surprise et aux cris des Anglais, les éclaireurs français les repèrent. Et là, tout s'accélère. Quelques minutes, l'avant-garde française, comprenant probablement que les Anglais ne sont pas suffisamment protégés, charge immédiatement les archers anglais, alors totalement pris au dépourvu. En effet, il semble que les Anglais furent surpris de voir l'armée royale déjà sur place, malgré que les Anglais envoyaient aussi des éclaireurs afin de rendre compte de l'avancée française. Yahir, Zintrailles et Boussac prennent rapidement le dessus, tandis que Dunois et d'autres suivent assez rapidement avec le corps principal prévenu de l'attaque et des positions anglaises chargent également. On note aussi la présence des Écossais de la Haute-Alliance, mais aussi d'Allemands, de Suisses, d'Espagnols et d'autres nationalités. On est déjà dans les prémices d'une guerre européenne. C'est la débâcle, les archers anglais de Talbot sont rapidement submergés et écrasés. Talbot est capturé malgré une lutte acharnée, a priori par Jean d'Agneau qui fut récompensé d'avoir capturé le loup. Talbot d'ailleurs n'avait même pas ses éperons, ce qui laisse à supposer qu'il n'était pas prêt au combat. Selon Jean Vavrin, présent sur place, Talbot avait été capturé alors que tous ces gens étaient morts. On peut imaginer qu'il s'est battu jusqu'au bout. Il faut dire que c'était l'un des capitaines anglais les plus vaillants et les plus respectés du côté français. On va d'ailleurs le retrouver à la bataille de Castillon. Lorsque Talbot est présenté au duc d'Alençon, ce dernier dit à Talbot « Vous ne pensiez pas le matin que cela vous arriverait ?» Talbot répondit « C'est la fortune de guerre ». Il faut dire que c'est des capitaines qui se connaissent très bien, notamment le fameux La Hire qui, en 1427, avait été viré par Talbot de la ville du Mans. Thomas Cales est également capturé avec de nombreux autres capitaines anglais. Ensuite, les troupes du corps principal entrent dans la bataille avec Dunois et l'avant-garde française qui avait déjà fait le plus gros du travail. Le corps principal anglais est rapidement submergé en quelques minutes, eux-mêmes surpris de voir les troupes françaises. Les Anglais n'étaient pas prêts. Les Anglais furent pris au dépourvu quand la Hire fut venue. Mais la défaite anglaise qui s'annonce va devenir un désastre, comme nous allons le voir, alors que Falstaff tente de réagir.
Mais la suite est encore plus incroyable. Tandis que Falstaff se démène avec les Français, eh bien, il tente de rejoindre l'avant-garde afin de la faire intervenir dans les combats. Mais voilà, le problème c'est que lorsqu'il arrive devant l'avant-garde, cette avant-garde croit qu'il se sauve et que tout est perdu. Donc l'avant-garde anglaise fuit les combats, c'est assez incroyable et Falstaff se retrouve dans une situation incongrue, totalement improbable et donc Falstaff hésite à revenir. En tout cas, c'est ce qu'il dit, hein. Il hésite à revenir dans le combat, mais voyant que tout était perdu, il quitte le champ de bataille et il file à l'anglaise. Ils furent plusieurs centaines à s'enfuir, peut-être plus d'un millier, mais ils ne furent pas rattrapés par les Français, ce qui laisse à supposer qu'ils étaient à cheval. Le chroniqueur lillois, Jean Vavrin, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la fois au service des Bourguignons et des Anglais, file à l'anglaise avec Falstaff puisqu'il était à l'avant-garde. On remarquera d'ailleurs que dans la chronique qu'il va faire sur cette bataille, il défend notamment Falstaff. On peut se poser d'ailleurs la question s'il ne le défend pas justement parce que lui aussi, il a fui. Il faut dire que les combats devaient être terribles, le bruit fracassant entre les cris et les combats. Les chevaliers lourds français ne faisaient que boucher des archers anglais quasiment livrés à eux-mêmes. Les troupes de l'avant-garde, qui fuirent vers Janville, vont se retrouver dans une situation où la ville, où ils étaient il y a quelques jours, refuse de leur ouvrir les portes. Certains Anglais se feront même capturer et tuer. Falstaff trouve en définitive refuge à Étampes à 1h du matin, on imagine la journée qu'il a dû passer, et repart le lendemain vers Corbeil où il se fera sermonner par le duc de Bedford, fou de rage, et il semble d'ailleurs qu'il lui aurait enlevé l'ordre de la Jarretière, en tout cas à ce moment-là, il lui aurait arraché sa médaille, l'ordre de la Jarretière qui avait été fondé par Édouard III pendant la guerre de Cent Ans, et l'ordre le plus important à l'époque de la chevalerie britannique. Et on va voir par la suite que Falstaff va avoir beaucoup de problèmes, puisqu'on lui retire d'ailleurs tout de suite, sur le champ, toutes les actions militaires qu'il pourrait faire en France. Au fur et à mesure, les diverses places dans la Beauce et l'Orléanais sont libérées, soit parce que les troupes restantes anglaises quittent d'eux-mêmes les villes, ou soit elles sont contraintes et forcées par la population. Janville, notamment, est un parfait exemple. Psychologiquement, les Anglais sont atteints. On parle de peur, de la sorcière et la putain des Armagnacs. Les archers anglais ne sont plus qu'une poignée, en tout cas à ce moment-là, et les troupes anglaises remontent vers Paris et la Normandie. Ils ont, d'une certaine façon, un peu la peur au ventre, en tout cas à ce moment-là. D'ailleurs, le duc de Bedford en fera référence. Il écrit notamment à Charles VII en août 1429, d'ailleurs, une lettre qui fut d'une rare provocation pour l'époque. Les Anglais ne vont jamais se remettre totalement de ce désastre. Et cette victoire prépare, sans le savoir, à l'époque, la bataille de Formigny, qui deviendra le tombeau des Anglais en Normandie, et celle de Castillon, qui met un terme quasi définitif à la présence anglaise sur le sol du royaume de France. Comme on a pu le voir, Jeanne d'Arc se trouve à l'arrière-garde, avec quelques capitaines. Mais c'est grâce à son intervention et à ses conseils qu'en définitive la bataille de Patay sera une large victoire, car à un jour près, les Anglais auraient pu se préparer et mieux se défendre, et la victoire aurait été plus difficile et incertaine. En motivant les troupes, selon son bon conseil, la victoire des Français fut éclatante. Mais il faut s'enlever ces images d'Épinal qui montrent Jeanne d'Arc sautant par-dessus les archers. Lorsqu'elle arrive, la bataille était déjà pliée en réalité, mais ça n'enlève rien à sa dévotion et son application. Sur les pertes des Anglais à la bataille de Patay, les chiffres sont globalement assez proches du côté français et anglais. Le journal d'Orléans compte 2200 tués selon les sources et textes. Le journal de Michel de Berry évoque 2200 tués et 400 prisonniers. Et Jean Vavrin, au service des Anglais, comme j'ai parlé tout à l'heure, il estime à 2000 tués et 200 prisonniers. Néanmoins, nous avons des chiffres qui sont un peu différents selon le journal d'un bourgeois de Paris, sous occupation anglo-bourguignonne à ce moment-là, qui parle de 4000 Anglais tués sur place, et le comte de Dunois qui parle également de 4000 Anglais tués ou blessés, on ne sait pas vraiment. En tout cas, un rapport fut envoyé à Tours sur cette bataille qui est évalué à environ 2500 le nombre des Anglais qui furent morts ou pris. En tout cas, il semble que les pertes françaises sont infimes. Certains diront qu'il n'y a eu aucun mort du côté français, c'est peu probable. Mais les sources anglaises et françaises s'accordent à dire que les pertes françaises sont ridiculement basses.
tout au plus une centaine de combattants morts, voire une dizaine. En tout cas, aucun grand capitaine, chevalier ou homme d'armes d'importance n'a perdu la vie du côté français. Les pertes, pour peu qu'il y en ait eu quelques-unes, furent du côté des soldats du rang. On peut dire donc qu'ils ont perdu la quasi-intégralité des archers sur place, et peut-être jusqu'à 4000 soldats tués ou capturés, c'est difficile à dire, mais on est probablement plutôt autour de 2500. Néanmoins, dans tous les cas, les pertes sont considérables. Ce sont principalement des archers anglais, comme je le disais, des longbowmen, principalement qui seront tués, et les prisonniers archers sont en général réduits à avoir leurs doigts coupés pour éviter qu'ils ne reviennent servir l'armée anglaise. La perte des archers anglais en si gros nombre fut donc une catastrophe pour les Anglais, car il faut des années pour former un très bon longbowman. D'ailleurs, pour l'anecdote, ceux qui sont retrouvés morts ont souvent un corps dissymétrique, un bras plus long que l'autre et une épaule plus haute aussi. Il faut dire qu'ils étaient recrutés très jeunes et souvent dès leur enfance. Fastolf fut considéré comme l'un des responsables et fut accusé d'avoir fui, notamment par Talbot. Comme je le disais, il fut mis en retrait de toute campagne militaire, mais après un jugement remis en sa faveur, il reprit du service. Néanmoins, sa réputation de fuyard le précédait. Talbot, lui, fut libéré 4 ans plus tard en échange d'Ambroise de Loré. Talbot en voudra toujours à Falstaff de l'avoir abandonné sur place à son sort, que ce soit volontaire ou non. Cette victoire, à l'époque, fut considérée comme incroyable. Et c'est de là, d'ailleurs, que vient le terme « mettre la pâtée à quelqu'un ». La nouvelle, en tout cas, s'étend à toute l'Europe. Les rumeurs les plus folles courent à ce sujet. On va même jusqu'à prétendre que Paris fut prise juste après, et Rouen également. D'ailleurs, les Anglo-Bourguignons de Paris s'attendaient à une déferlante des troupes royales quelques jours après cette bataille. Il n'en fut rien, car la prochaine mission de Jeanne d'Arc, c'est de faire sacrer symboliquement Charles VII à Reims, mais ça, c'est une autre histoire. Il ne reste pas grand-chose qui évoque cette bataille aujourd'hui. En tout cas, à l'emplacement exact où les Anglais se sont retrouvés battus par les Français, il n'y a rien. Néanmoins, on a une statue de Jeanne d'Arc, quelques panneaux d'une association à côté du moulin de Lignerolles, un dit petit musée qui est en fait une petite salle au centre de Patay. Presque rien n'a été retrouvé de cette bataille, sauf a priori un fer à cheval d'origine anglaise et une pointe de javelot du XVe siècle. Rien ne dit d'ailleurs que c'est bien lié à la bataille, même si le javelot est tout à fait probable. On ne sait pas également où ont été enterrés les archers anglais morts sur place. D'ailleurs, il existe quelques doutes sur l'emplacement exact de cette bataille, mais celle que j'ai évoquée est la plus probable. Néanmoins, il reste un élément important qui était présent a priori lors de cette bataille, c'est l'église, même si elle a été reconstruite à une date inconnue. C'est d'ailleurs à Patay que Jeanne d'Arc, Dunois, Alençon, La Hire et d'autres dormiront le soir même de la bataille avec les vivres des Anglais qui ont été laissés sur place. Voilà, ma vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour une nouvelle vidéo.